Alors, je m'appelle Laura Auger, j'ai 28 ans, j'ai commencé on va dire de 8h à midi, on allait en cours. Après, nous, les nats synchro, on avait même pas 10 minutes pour manger et puis on filait à la piscine. On avait nos 2 heures d'entraînement le midi. Après, on retournait en cours de 14 à 16 et après, on retournait à la piscine de 16h30 à 20h. On retournait au crêpes, on mangeait vite fait, on allait en études ou alors rattraper nos cours avec les profs qui se déplaçaient au crêpes pour rattraper les cours qu'on avait loupés dans la journée. Et après ça, on faisait nos devoirs. En tant que nageuse synchro, on n'intéresse personne en fait au niveau des sponsors, au niveau des médias. Et du coup, on n'a pas d'argent. Et vu qu'on n'a pas d'argent, c'est difficile de faire des résultats. Et vu qu'on fait pas de résultats, on n'intéresse personne. Et voilà, etc. Je crois que les 20% qui restaient, c'était à hauteur de 500 € par mois. 400 € par mois, quelque chose comme ça. On a quand même ce sentiment d'être abandonné un peu à la fin d'une carrière de haut niveau, mais je pense que c'est pas juste moi en tant que nageuse synchro de ma fédération de natation. Je pense que c'est tous les athlètes qui ont ce sentiment-là quand ils arrêtent le sport de haut niveau. En fait, on se sent un peu seul. C'est normal. Je dis pas qu'il y a des sports moins difficiles que d'autres. C'est juste que mon sport me demande énormément d'heures physiquement à être là, à ne pas pouvoir faire autre chose que nager. Salut les sportifs, c'est Hermano. Bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast Dans les vestiaires. J'espère que vous passez de douces vacances ou que la reprise du travail n'a pas été trop difficile pour vous. Aujourd'hui, en ouverture de ce 18e casier des vestiaires, je vous propose l'interview d'une sportive exceptionnelle. Laura Auger a rencontré beaucoup de difficultés dans sa vie de sportive de haut niveau et plus précisément de nageuse synchronisée. Laura nous en a dit beaucoup sur les difficultés qu'elle a rencontrées, sur le travail, sur des journées remplies d'entraînement et à quel point il est difficile dans ces conditions non seulement d'aller à la pêche aux sponsors, d'aller à la pêche au financement, mais aussi quand on en trouve de les représenter puisque les nageuses artistiques sont très jeunes intégrées en équipe de France et il est impossible pour une nageuse en équipe de France de représenter un équipementier, une marque, un grand groupe, une société autre que celle dont elles doivent porter les couleurs dans l'équipe de France. Bref, j'espère que cet épisode va vous plaire autant que les 17 premiers épisodes. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver tous les épisodes soit sur votre lecteur de podcast favori, soit sur le site vestiaire.org. Je m'excuse par avance pour la qualité du son qui n'est pas optimale. J'ai eu un petit problème avec mon matériel d'enregistrement et je me suis rendu compte bien trop tard que je n'aurais que la piste Skype. Donc le son est un petit peu robotisé, mais en tout cas cela n'enlève rien au propos de mon invité. Allez, assez parlé, je vous laisse avec Laura Auger. Salut les sportifs, c'est Hermano et je suis très heureux de vous recevoir pour cet énième épisode du podcast Dans les vestiaires. On reste un petit peu sur les sports d'eau après toute une série sur les apnéistes et sur les rameurs. Aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir une nageuse synchronisée. On dit une nageuse artistique, c'est ça ? Ouais, une nageuse de natation artistique. Ok, super. Donc voilà, vous avez entendu sa voix. Salut Laura. Salut, je suis contente d'être avec vous. Nous aussi, on est content de te recevoir. Écoute, avant même de rentrer dans le cœur du sujet de ce podcast, ce que je te propose, c'est de te présenter qui tu es, ce que tu fais dans la vie, depuis combien de temps tu es dans la natation synchronisée et puis quels sont tes objectifs. En passant par la case aussi palmarès. Allez, le micro est à toi, fais-toi plaisir. Alors, je m'appelle Laura Auger, j'ai 28 ans, j'ai commencé donc je dis encore la natation synchronisée, la synchro, parce que maintenant c'est devenu la natation artistique, mais depuis 1 an, donc je suis pas encore bien habituée à ce nom. Je dis encore la synchro. J'en fais donc du coup depuis 20 ans et j'ai arrêté ma carrière l'année dernière. J'ai fait 10 ans en équipe de France senior et donc j'ai fait 5 championnats du monde et j'ai fait 8e aux Jeux Olympiques de Rio en 2016. Voilà. En parallèle, j'ai fait des études de kiné. Donc, j'ai eu mon diplôme en 2017 et voilà, depuis, je travaille un petit peu en tant que kiné. Alors, travaille un petit peu, c'est-à-dire que tu continues à être sportive, mais plus d'aussi haut niveau et du coup, tu compenses un peu tes journées aussi avec un emploi de kiné ou c'est plutôt le contraire? T'es kiné et puis quand t'es pas au cabinet, tu vas faire du sport?
Non, en fait, j'ai vraiment arrêté la synchro depuis août 2019 parce que j'ai été vraiment beaucoup blessée à cause de mon sport et j'ai pas pu continuer. J'ai dû me faire opérer et tout. Mais en fait, j'ai eu mon diplôme en 2017. J'ai arrêté pour travailler et voyager et j'ai repris ma carrière, sachant que en nat synchro, on s'entraîne 8 à 9 heures par jour, donc impossible de travailler à côté. Ouais. Donc quand je dis je travaille un petit peu, c'est juste parce que je me suis fait opérer et que du coup je travaille pas beaucoup pour préserver ma santé pour l'instant. D'accord. Ouais. Justement, on va revenir un petit peu sur ta carrière, ton palmarès, très beau palmarès d'ailleurs. Si je ne m'abuse, en natation synchronisée, en synchro, en natation artistique, appelons ça un petit peu comme on veut, tu n'es pas tout seul, sinon ce serait plus de la synchro. Alors il y a des épreuves de solo, mais c'est pas une épreuve olympique. Et moi j'ai fait les JO en duo, donc on était deux. Et sinon je faisais aussi partie de l'équipe, mais l'équipe c'est pas qualifiée pour les Jeux olympiques. Donc en fait c'est des équipes de 8 ou 10. Et voilà, et moi j'étais aussi dans les deux pour le duo. D'accord. Si on revenait un petit peu sur ta carrière, tu nous as dit que tu avais commencé il y a 20 ans, donc j'imagine que tu as commencé à 8 ans, si mes calculs sont bons. Du coup, à 6 ans, ouais, 6-7 ans, parce que j'ai arrêté l'année dernière. Ouais, donc 6-7 ans. Comment est-ce que tu as découvert la natation synchronisée? Quel a été ton chemin vers le haut niveau? Alors, en fait, moi, c'est un peu rigolo parce que j'ai essayé plein de choses. Et enfin, quand j'étais petite, mes parents, ils m'ont fait essayer pas mal d'activités. Et ils m'ont mis dans la synchro un peu par hasard. Et en fait, j'aimais pas du tout ça. J'avais tout le temps froid, je voulais tout le temps sortir de l'eau. Enfin, j'avais hâte que ça se termine. Donc, à la fin de l'année, on a dit à mon entraîneur, bon, bah, on arrête. Et puis, elle a dit, ben non, j'aimerais bien la mettre en groupe compétition l'année prochaine parce qu'on voit il y a quelque chose, il y a du potentiel. Et est-ce qu'on peut essayer 1 ou 2 mois et si ça vraiment ça lui plaît pas. Et en fait, à partir du moment où j'ai commencé la compétition, donc à l'âge de 7-8 ans, bah, ça m'a vraiment plu. Et en fait, j'étais déjà dans le meilleur club de France par hasard. J'ai commencé à Aix-en-Provence, là où j'habite. Et en fait, bah, j'ai été projetée au meilleur niveau très tôt, quoi. J'ai eu mon premier titre de championne de France à 12 ans. Et après, voilà, ma première qualification en équipe de France à 14. Et puis voilà, de fil en aiguille, c'est comme ça que je suis arrivée dans le haut niveau. Et La belle histoire. Ouais, je suis montée en équipe de France senior à 18 ans. Donc à l'INSEP. Ça a été pour moi le premier vrai choix en fait. C'est vraiment pour moi la seule fois où j'ai eu à faire un choix. Est-ce que je continue le haut niveau ou est-ce que j'arrête ou est-ce que j'ai une vie normale. Voilà. Sinon avant j'étais vraiment transportée dans ma réussite et voilà en étant jeune. Alors, tu nous as dit quand même tout à l'heure que la natation synchronisée, ça demande 8 à 9 heures d'entraînement par jour, même dès le plus jeune âge, ou ça va plutôt crescendo? Non, ça va crescendo, mais c'est quand même déjà très sollicitant très jeune. Quand je dis qu'à 12 ans, j'ai eu mon premier titre de championne de France, je m'entraînais déjà à 25 heures par semaine à 12 ans. Voilà. Et à 14, j'avais des entraînements bi-quotidiens. J'entraînais 5-6 heures par jour déjà. Et comment est-ce que, à 12 ans, à 14 ans, on gère, un, l'école, deux, le sport, et trois, bah, la puberté qui commence à pointer son nez? Euh, le sport, moi j'étais hyper motivée en fait. J'avais qu'une envie, c'était faire des équipes de France, d'avoir encore plus de titres de championne de France. Donc en fait, j'étais à fond dedans. L'école, j'étais au CREPS à Aix-en-Provence. Donc j'avais une structure qui m'aidait beaucoup avec où les études étaient aménagées en fait. On avait des cours de rattrapage le soir. Enfin, c'était très très aménagé. Mais bon, il a fallu que je m'accroche. J'ai la chance immense d'avoir des parents qui m'ont toujours soutenue. Et ça, c'est très important. Et, euh, et qui m'ont dit, voilà, il faut que tu réussisses aussi à l'école parce qu'en natation synchronisée, si on fait pas d'études, c'est mort, quoi. Parce que c'est pas un sport médiatisé et que ça intéresse personne. Donc voilà. Et puis pour la puberté, on va dire que j'ai pas eu une adolescence comme tout le monde en fait. Je sais pas trop ce que c'est de sortir. Tout le monde commençait à boire un peu d'alcool, tout ça. Moi, j'ai pas trop connu ça. Et je pense plus dans mon sport que dans d'autres sports.
parce que déjà, voilà, très jeune, on s'entraînait énormément et, et puis moi, j'avais peur aussi d'être tout le temps fatiguée à l'entraînement. Donc en fait, j'ai vécu toute ma jeunesse et toute ma carrière dans la peur d'être fatiguée. Du coup, je faisais vraiment rien. J'ai eu une hygiène de vie euh, très respectable, enfin assez jeune en fait. Donc Voilà. donc tu avais déjà pris les bons gestes depuis que tu étais depuis le plus jeune âge. Ouais, en fait, c'est venu assez naturellement, parce que à 14 ans, j'ai intégré le pôle et que déjà à ce moment-là, on commence à nous apprendre un peu ce que c'est une hygiène de vie de sportif. Et puis en plus de ça, j'étais terrifiée par l'entraînement. J'avais peur en fait de la douleur parce que on a un sport très lactique et on est en apnée, donc en fait moi, j'avais tout le temps peur de mourir sous l'eau si j'étais pas bien physiquement. Donc en fait, ça m'a permis dès très jeune de faire en sorte de bien récupérer, de faire attention à mon corps, à ma tête. Alors, c'est souvent ce qui revient dans les échanges que j'ai avec les sportifs de haut niveau, c'est cette résilience que vous arrivez à mettre en place pour vous dépasser toujours à chaque fois de certaines pensées, de certains blocages qui existent en vous, sans même encore parler de la partie financement. Et franchement, c'est tout à votre honneur et toi encore plus parce que visiblement tu as commencé vraiment très jeune. Quand tu disais que tu avais intégré le pôle, ça veut dire que tu étais en internat ou tu pouvais vivre chez toi, enfin chez tes parents, tout en allant t'entraîner? Non, alors j'ai intégré le pôle à 15 ans, 14 ans, je sais plus. Et donc j'étais en internat. J'étais en internat, mais c'était à Aix-en-Provence, donc en fait je rentrais chez moi tous les week-ends. Donc ça s'est fait en douceur, on va dire. Euh, ouais, c'est vrai que tu as éludé ma question tout à l'heure puisque tu y as déjà répondu, mais on entend bien le petit accent. Donc j'allais te demander de quelle région tu étais. Aix-en-Provence, ça va, c'est assez sympa quand même comme endroit pour vivre, surtout quand on est jeune, même si on est entre guillemets cloîtré dans une piscine d'entraînement. Ouais, en fait, moi, j'avais jamais trop connu autre chose. Je suis née ici, donc pour moi, c'est normal d'être à Aix. Et maintenant, je vis à Marseille. Maintenant, j'ai changé depuis que je suis redescendue à Paris. J'ai bougé à Marseille. Mais c'est quand même complètement différent. Bon, c'est pas très loin, il y a 30 bornes de différence. Ouais, non, c'est pas loin. Ouais. Mais c'est deux mondes différents quand même. Ok. Si on revenait un petit peu sur ta carrière de haut niveau, donc tu nous as dit que tu as vraiment intégré le haut niveau à partir de 14 ans, quand tu as intégré le Pôle France. À quoi ça ressemble une journée de nageuse synchronisée de haut niveau? Tu nous as dit que tu t'entraînais déjà beaucoup, que tu avais des horaires aménagés avec l'école. Est-ce que vous êtes toutes et tous nageuses et nageurs synchronisés dans une même classe, enfin dans une même école, ou est-ce que vous êtes mélangés avec d'autres sportifs de haut niveau? Non, alors au pôle d'Aix, on était mélangés avec d'autres sportifs de haut niveau. Donc en fait, une journée type, donc ça c'était il y a 10 ans, 15 ans même, bientôt. Mais, euh, mais j'en ai quand même des souvenirs très marqués. On allait à l'école le matin, on faisait 8h midi, des cours au lycée normal, mais on était dans une classe mixte en fait, avec des gens, on va dire, entre guillemets, enfin, j'allais dire normaux, mais non sportifs, on va dire, et des gens du CREPS en fait. Tous les sportifs ont été regroupés dans la même classe parce que nos horaires étaient aménagés pour qu'on ait du temps entre midi et deux pour qu'on puisse s'entraîner et pour que le soir on finisse tôt et qu'on puisse rattraper nos cours. Donc en fait, on va dire de 8h à midi, on allait en cours. Après, nous, les nat synchro, on avait même pas 10 minutes pour manger et puis on filait à la piscine. On avait nos 2 heures d'entraînement le midi. Après, on retournait en cours de 14 à 16 et après, on retournait à la piscine de 16h30 à 20h. On retournait au crêpes, on mangeait vite fait. On allait en études ou alors rattraper nos cours avec les profs qui se déplaçaient au crêpes pour rattraper les cours qu'on avait loupés dans la journée. Et après ça, on faisait nos devoirs. Donc, C'est peut-être ce qui explique aussi cette résilience, ces mécanismes que vous arrivez à mettre en place. Quand on vit quelques années comme ça, avec un rythme pareil, et que ça commence très jeune, ouais. finalement, on adapte très facilement, entre guillemets, on adapte son corps et son rythme de vie. Ah oui, oui, c'est clair. C'est clair. Et puis après, donc ça, c'était jusqu'à mes 18 ans. Et par contre, après 18 ans, quand je suis montée en équipe de France senior, c'était carrément notre rythme où là, l'école, elle a peu de place. On essaie de faire le plus de place possible parce que en a de synchro, sinon on est foutu. Mais bon, la synchro, là, prend vraiment le plus de place. Une fois qu'on a notre bac,
on s'entraîne très très dur. Ce que tu voudrais dire, en fait, ce que tu sous-entends à demi-mot, c'est que la Fédération de natation française, elle est plutôt portée sur l'entraînement et les performances plus que sur les études? Non, non, je dis pas ça parce que la Fédé, je me suis toujours sentie très soutenue par ma fédération. Mhm. Euh, euh, il y a eu des années où j'ai eu un sentiment d'injustice un peu par rapport aux nageurs de course, où je trouvais que qu'ils étaient mis trop en avant par rapport à nous. Et en même temps, c'est eux qui faisaient des résultats, des médailles. Donc en fait, c'est un cercle vicieux ou vertueux, ça dépend comment on le voit. Non, c'est pas ma fédération. En fait, le problème, c'est tout, c'est le tout, c'est les médias, c'est l'intérêt que portent les gens au sport. Euh, En fait, je jette la pierre sur personne. C'est juste que en tant que nageuse synchro, on n'intéresse personne en fait au niveau des sponsors, au niveau des médias, et du coup, on n'a pas d'argent. Et vu qu'on n'a pas d'argent, c'est difficile de faire des résultats. Et vu qu'on fait pas de résultats, on n'intéresse personne. Et voilà, etc. Et donc là, on est dans le cercle vicieux que justement j'essaye de faire connaître avec ce podcast et que j'aimerais casser. Voilà, ouais. Nous aussi, en fait, la fédération justement essaye aussi de casser ça. Voilà, on est obligé de faire des études, mais on s'entraîne à côté parce que là, j'ai expliqué ce que c'était mon programme quand j'étais lycéenne, mais après, quand je devais faire mes études de kiné, pour le coup, je m'entraînais de 8h à 13h et de 15h à 19h. Et entre les deux, je devais aller à mes cours de kiné, les rattraper, tout ça. Donc là, vraiment, avoir mon diplôme de kiné, pour moi, ça a été très, très, très difficile. Et en même temps, pareil, les aménagements, ils sont vraiment très bien faits. L'école de kiné de Saint-Maurice, la fédération met tout en place pour qu'on y arrive. Mais c'est vrai que j'avais peu de temps pour récupérer, pour me reposer, contrairement à des athlètes qui grâce à des moyens financiers, vont pouvoir se mettre à 100% dans leur sport et pouvoir avoir la tête libre, en fait, pouvoir récupérer et penser que à ça et faire d'autres choses qui les nourrissent plutôt qu'avoir la pression d'avoir des partiels, des études, tout ça, quoi. Alors c'est une belle transition que tu nous fais là, puisque du coup on va pouvoir rentrer directement dans le vif du sujet. J'aurais aimé savoir, donc tu nous l'as dit là, les études, tu as été un peu forcé de t'y atteler parce que tu étais bien consciente que ton sport était pas forcément très médiatique et donc que tu aurais du mal à en vivre, que en plus en fin de carrière, il faut quand même penser à la reconversion après. À ton avis, quand est-ce qu'est vraiment né le besoin de financement? Est-ce que c'est après que tu as eu ton bac, quand tu es venu t'installer à Paris pour intégrer l'INSEP? Est-ce que c'est un peu plus tard? Quand est-ce que tu as commencé vraiment à avoir besoin d'argent pour pouvoir jongler avec ton sport? En fait, moi, j'ai la chance d'avoir des parents qui ont payé pour que je puisse faire du sport. Mais sinon, dès l'âge à partir du moment où on rentre en pôle, en fait, à partir de 14 ans, si mes parents n'avaient pas été là, j'aurais pas pu, en fait. J'aurais juste pas pu faire mon sport. Donc, heureusement que mes parents étaient là. Et puis, après, mes parents, je les ai laissés. En fait, ils payent le pôle, ils payent aussi l'INSEP. Même si la fédération prend 80% des frais d'INSEP, ce qui est beaucoup, les 20%, il faut quand même les payer. Et moi, je pouvais pas le faire parce que je pouvais pas me permettre de travailler. En fait, j'avais mes études plus le sport, plus ma récup. Certaines filles qui ne faisaient pas d'études pouvaient aller faire quelques piges, aller entraîner dans certains clubs. Mais c'est épuisant de travailler en même temps. Donc moi, mes parents, ils m'ont soutenue jusqu'à mes 24 ans, jusqu'aux Jeux Olympiques. Et après ça, j'ai dit bon maintenant stop, c'est à moi de me débrouiller en fait. Si je veux continuer, je veux laisser mes parents tranquilles et voilà. Et j'ai réussi à trouver un sponsor, mais juste grâce au fait que j'ai fait les Jeux Olympiques, quoi. Sinon, c'était pas possible. Donc en fait, les autres filles de mon équipe n'ont aucun sponsor. Ouais, alors on va y revenir un petit peu justement sur les difficultés que vous rencontrez. Quand tu parles d'un montant qui reste à payer pour l'INSEP, c'est vrai que c'est assez énigmatique cette INSEP. Alors non seulement c'est vraiment très, comment dire,
c'est un peu le Graal de tous les sportifs français de pouvoir intégrer l'INSEP. Ça veut dire qu'on est arrivé à un très haut niveau, que la fédération croit en nous, qu'on est censé bénéficier des meilleurs accompagnements techniques, d'entraînement, éventuellement financiers ou autres. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur l'INSEP? Et puis justement, je savais pas qu'il y avait un reste à charge pour les sportifs. Comment est-ce que ça se fait que la fédération ou l'État ne prennent pas tout en charge? Parce que vous représentez quand même les couleurs de la France. Ouais, ben ça. Après, ça dépend des fédérations. Je sais que la fédération de pentathlon moderne, par exemple, ils prennent 100% de l'internat, mais vraiment ciblé sur quelques athlètes. Okay. Nous, la fédération de natation, ils prennent 80%. Je sais plus exactement parce qu'en plus ça a changé, mais moi, ils me payaient 80% en gros de mon internat, mais par contre, ils payaient pour toute l'équipe. Ça. Donc voilà, après ça dépend. Et puis l'État nous donnait une bourse chaque année parce qu'on était sur liste élite ou parce qu'on était sur liste senior. Mais bon, la bourse, elle revenait sur liste élite, c'est 3 000 € par an et senior, c'est 1 500. Donc ça permet pas non plus de combler les 20%. Et donc l'INSEP, l'INSEP, c'est vraiment l'endroit parfait pour s'entraîner. En fait, il y a tout, le médical est à 2 pas, il y a tous les moyens de récupération. En plus, il y a des scientifiques qui sont là-haut, qui travaillent sur les moyens de récupération, enfin qui travaillent sur l'optimisation de la performance du sportif. Chaque fédé, chaque sport a son endroit pour s'entraîner. Nous, on avait notre piscine, les nageurs avaient leur piscine, les plongeurs leur fosse à plongeon. On a notre salle de muscu. Quand on est en internat, notre chambre elle est à 2 minutes à pied. Enfin, voilà, c'est une espèce de cercle qui fait que tout est mis en place pour qu'on puisse s'entraîner dans les meilleures conditions en fait. Je pense pas que dans le monde il y ait beaucoup de structures qui égalisent l'INSEP. Moi, j'imagine qu'aux États-Unis, évidemment, là-bas, là où le sport fait presque partie intégrante de la vie du quotidien, ils doivent avoir des structures qui s'y apparentent. Mais c'est vrai que l'INSEP est quand même très reconnu pour la capacité à encadrer les sportifs de très haut niveau. Ouais, moi je pense que j'ai vraiment compris ce que c'était le haut niveau quand je suis arrivée à l'INSEP. Puis voilà, puis on se crée un peu une famille aussi quand on est là-haut. Bon, j'ai passé 10 ans, donc forcément. Hein. mais ouais, non, l'INSEP c'est vraiment l'endroit. Enfin, moi, en tout cas, en tant que nageuse, j'ai pas grand-chose à dire sur les structures et tout ça. C'est vrai que des fois, il y avait des problèmes de chaufferie, de chauffage, de machin, mais non, franchement, c'était très bien. Puis les médecins, les kinés, tout est à disposition. On se blesse à l'entraînement. Dans les 5 minutes, on est en train de passer une radio. Enfin, voilà, c'est optimal. Optimal. Alors, je sais que ça remonte un petit peu à loin, mais quand tu disais que que la fédération prenait en charge 80% de ton internat, t'as une idée à peu près du chiffre que ça représente, les 20% qui restent, ou alors les 100%, on fera une déduction. Je crois que les 20% qui restaient, c'était à hauteur de 500 € par mois, 400 € par mois, quelque chose comme ça. Ouais, donc ça donne quand même une idée du coût de la formation / l'entretien des sportifs de haut niveau dans un institut aussi prestigieux que l'INSEP. C'est ça, ouais. Ok. Donc, tu as eu la chance d'avoir tes parents qui t'ont soutenu pendant toutes ces années, enfin jusqu'à ce que tu décides que ce serait à toi justement de prendre en charge tout ça. J'imagine que quand tu as décidé ça, tu nous as dit que c'était à 24 ans après les JO, ça correspondait aussi plus ou moins au moment où tu as été diplômée, où tu as commencé à pouvoir exercer en tant que kiné? Exactement. En fait, j'avais décidé d'arrêter ma carrière juste après mon diplôme, donc en 2017. Donc j'ai pris une année de blanc où, comme j'ai dit, j'ai voyagé, j'ai travaillé. Et en fait, j'ai décidé de reprendre ma carrière pour les Jeux de Tokyo. Et je me suis dit, bon, voilà, c'est ma décision. J'avais du coup 26 ans à l'époque. Et j'ai dit, là, mes parents, je peux pas leur demander ça. Maintenant que j'ai eu mon diplôme et que j'ai commencé à travailler, ils se sont dit, bon, c'est bon, on n'a plus notre fille à charge. Voilà, je me suis dit que je me suis pas vraiment, c'était même pas une option en fait que mes parents m'aident. Je reprenais le sport que si j'arrivais à trouver une aide. Et donc j'ai un peu négocié avec ma fédé, savoir comment ils allaient m'aider et tout ça. Et en plus les choses étaient en train de changer, donc ils m'ont proposé, ils ont accepté déjà que je revienne
sous couvert que je fasse les sélections et tout ça, mais les entraîneurs m'ont beaucoup soutenue. Et ils m'ont payé mon loyer à hauteur de 750 euros. Mais je devais trouver de l'argent pour vivre. Parce que c'est pas juste avec un loyer qu'on s'en sort. Mais c'est déjà pas mal. Alors, vu qu'on est en train de parler des frais, justement, tu peux peut-être nous parler des frais qui sont annexes quand on est sportif de haut niveau. Alors, bien sûr, il y a le loyer, mais j'imagine qu'il n'y a pas que ça. Il y a aussi le matériel, l'entretien, les déplacements. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Ouais, alors moi du coup quand j'étais, je vais prendre l'exemple de l'année dernière quand j'ai repris, donc j'avais mes frais de déplacement entre mon appartement et l'INSEP, mais c'était pas grand-chose parce que du coup je le faisais en trottinette électrique. Euh, donc voilà. Sinon, j'avais beaucoup de compléments alimentaires justement pour pas me blesser et tout ça, et ça coûte très cher les protéines. C'est ce qui me coûtait le plus cher en fait. Et puis de se nourrir à Paris, c'est hors de prix. C'est vraiment hors de prix. Se nourrir bien en fait, parce que pour pas se blesser et pour optimiser sa performance, il faut bien se nourrir et ça coûte vraiment cher. Voilà. Puis je vivais quand même. J'essaie vraiment de pas sortir, de rien faire pour pouvoir garder de l'argent, parce que j'ai réussi à avoir mon sponsor qui me donnait l'équivalent de 700 euros par mois. Donc voilà, je vivais, en gros, avec les 700 euros, je mettais pas trop de sous de côté, quoi. Sachant qu'il y a toutes les charges aussi, l'électricité à payer, tout ça, enfin, les charges normales que n'importe qui doit payer, les, de la taxe d'habitation, tout ça, enfin, on n'y pense pas, mais c'est vrai que quand on a que 700 euros par mois pour vivre, il faut y penser, quoi. Ouais, c'est un petit peu difficile. Ouais. Ok. Alors, donc quand tu nous as dit que tu as été au JO, tu as arrêté ta carrière pour voyager un petit peu, profiter de la vie, enfin, faire ta crise d'ado que tu n'avais pas eu l'occasion de faire peut-être quand tu étais... C'est rigolo que tu dises ça parce que c'est ce que je dis à tout le monde. C'est rigolo qu'on ne s'est pas concerté et tu dis cette expression alors que c'est ce que je dis à tout le monde. J'imagine qu'il y a un moment, si tu es resté, entre guillemets, cloîtré dans tes endroits où tu t'entraînais avec toujours les mêmes personnes, vivre en autarcie, c'est sûr qu'il y a un moment, il faut que quand on te laisse découvrir le monde, tu as envie d'y aller, quoi. Ouais, c'est ça. Et du coup, quand tu es revenu après dans ton sport, tu nous as dit que c'était parce que tu avais réussi à trouver un soutien. Comment est-ce que tu as pu trouver ce soutien? Est-ce que c'est en un claquement de doigts, c'est assez facile de trouver un sponsor ou c'est un combat du quotidien? Non, c'est encore une fois, j'ai eu de la chance d'avoir une connaissance en fait dans un grand groupe et sinon j'avais démarché pas mal de monde. Je m'étais même renseignée à Pôle Emploi, enfin savoir un peu si je pouvais toucher des aides de l'État, le RSA, tout ça. C'était compliqué et en fait j'ai trouvé cette grande boîte, quelqu'un qui était assez bien placé dans la boîte et qui m'a fait rentrer comme ça, qui m'a dit je vais te présenter à la bonne personne. Donc ça a été plus de la chance en fait. De la chance que j'ai provoquée, parce que j'ai quand même bien fouillé autour de moi, mais sinon, même quand j'étais athlète, je me rappelle l'année des Jeux, j'avais essayé un peu de démarcher des gens, des petits groupes assez simples pour essayer de payer le moins possible. Par exemple, l'esthéticienne ou le coiffeur, essayer de lui dire voilà, j'ai quelques abonnés sur Instagram, est-ce que vous pourriez me faire une coupe de cheveux gratuite? Ça n'a jamais marché. Ça n'a absolument jamais marché. Mais est-ce que vous n'êtes pas soutenu par la fédération? Est-ce qu'il n'y a pas des mécanismes qui sont mis en place par la fédération pour vous aider justement dans cette recherche de partenaires? Ça commence parce que du coup la fédé se rend bien compte que dans notre sport on a des résultats que sur la longévité en fait. Le problème c'est que beaucoup d'athlètes s'arrêtent à 22, 23 ans parce que il y a le problème du financement et en fait ils sont en train de se rendre compte que notre sport on est bon à 26, 27 ans, voire un petit peu plus et qu'il faut nous garder jusqu'à cet âge-là. Donc du coup ils sont en train de chercher des moyens pour essayer d'avoir des financements. Ils ont mis en place des galas où on est payé. Donc c'était pas grand-chose, mais bon déjà ça nous faisait plaisir sur une sortie on touchait 100 euros par athlète. Déjà c'était bien quoi. Déjà c'était bien et bon je sais que là ça bouge beaucoup mais c'est compliqué parce qu'en fait il y a un équipementier
dans notre sport, enfin dans notre fédération, un équipementier qui a tous les droits en fait. À chaque fois, on doit avoir cette marque-là. On doit avoir cette marque-là partout dans toutes nos sorties. Et quand on est avec le nom équipe de France, on n'a absolument pas le droit d'avoir une autre marque sur nous. Et le problème, c'est que si je dis Laura Auger de l'équipe de France, ça peut intéresser des gens. Si je dis Laura Auger tout court, ça n'intéresse personne. Voilà. C'est un petit peu le problème que vous rencontrez, vous, les sportifs et les sportifs de haut niveau. C'est qu'est-ce que vous allez pouvoir trouver à mettre en face d'un partenariat, d'un sponsoring, si ce n'est vendre votre propre image. Mais pour vendre votre propre image, encore faut-il qu'il n'y ait pas de conflit d'intérêt ou pas. Enfin, toujours est-il qu'il ne faut pas qu'il y ait de conflit avec votre équipe ou l'équipe de France ou les autres partenaires que vous représentez déjà. C'est ça. Et puis en plus de ça, je dirais que par rapport aux nageurs qui font partie de la même fédération, eux, ils nagent dans leur club et l'équipe de France, c'est de temps en temps. Et en fait, du coup, quand ils ont les championnats de France, pour eux, c'est très important. Et c'est là qu'ils peuvent montrer d'autres marques, d'autres sponsors. Et puis c'est un sport individuel, en fait. Donc, ils font un peu ce qu'ils veulent. Ils font ce qu'ils veulent. Pardon, c'est pas ça que je voulais dire, mais ils ont beaucoup plus de possibilités, en fait, de montrer des sponsors que nous. Nous, on est en équipe de France 24 heures sur 24 tout le temps, dans toutes nos sorties, dans toutes nos compétitions, tous nos stages, on n'est que l'équipe de France en fait. Donc on ne peut pas se permettre, enfin on n'avait pas d'autre choix en fait que juste de montrer notre équipementier et le plus gros fournisseur en fait de la fédération. On était obligé on n'avait pas trop de choix quoi. Alors, justement, le partenaire que tu as réussi à trouver dans ta deuxième vie de sportif de haut niveau, qu'est-ce que tu lui as proposé en contrepartie de cette aide que lui t'a apporté financièrement? Ouais, alors, justement, non seulement j'avais fait les JO, mais en plus de ça, j'avais mon diplôme de kiné. Et ça a beaucoup joué en ma faveur. En fait, ils m'ont proposé de faire des petites interviews en fait en interne pour l'entreprise. C'est une entreprise qui a des chantiers, donc en fait ils me proposaient de faire les échauffements par exemple des salariés. Je suis allée plusieurs fois à la rencontre en fait des salariés pour parler de mon expérience aussi, du leadership. Enfin c'était des réunions un petit peu comme ça à thème. Et puis voilà, on m'a fait des petites interviews, un peu des podcasts aussi, mes vidéos qui publient comme ça dans l'infrastructure. C'était ça en fait. Ok, et comment est-ce que justement tu es arrivé à négocier ça? Est-ce que c'est la personne qui t'a introduite, qui t'a soufflé un petit peu les contreparties que tu pourrais apporter, ou est-ce que tu as été accompagné par un avocat ou autre? C'est venu de toi ou tu as été aidé par quelques amis à droite à gauche? Ouais, donc j'ai été pas mal aidée par le pacte de performance justement. À la base, je voulais un contrat avec eux, donc ils m'ont aidé à mettre ça en place. Et au final, ça s'est pas fait avec eux parce que l'entreprise n'a pas voulu me donner autant que ce que le pacte de performance voulait, enfin la base pour les sportifs dans le pacte. Donc en fait, je me suis quand même inspirée des conseils qu'ils m'avaient donnés, mais après les démarches, je les ai faites toute seule, quoi, du coup, sans avocat, sans rien. Donc bon, c'est aussi facile de se faire marcher sur les pieds, mais j'avais pas 36 solutions, j'ai dû faire tout toute seule, quoi. Ok. Et comment est-ce qu'on gère justement ça quand on est toute seule? Tu l'as dit, c'est parfois facile de se faire marcher sur les pieds. Il y a peut-être un risque aussi de ton côté ou du côté du partenaire qui t'accompagne d'aller dans des directions qui sont pas forcément légales, réglementaires. Comment est-ce que on gère tout ça? À vrai dire, moi j'ai relu le contrat, je sais pas 1000 fois. J'ai essayé de voir. J'ai demandé justement à la dame du pacte de performance qui a été très gentille, qui m'a dit écoute, le contrat il est correct. Elle a été gentille de m'aider parce que ça rentrait pas dans son travail en fait, vu que le contrat je le faisais pas avec elle. Donc elle a été gentille de m'aider. À la fédération aussi, il y a une personne qui est en charge de ça, qui m'a aussi beaucoup aidée. Mais sinon voilà. Enfin, oui, c'est sûr qu'il y a des risques, je pense, pour les personnes qui sont vraiment seules. Moi, j'ai fait toutes les démarches toute seule. J'ai juste demandé en fait si le contrat était bien
ouais, bien, enfin, qui était correcte pour ma partie en tout cas. Il y avait des points qui n'allaient pas, mais en fait, au final, j'avais juste pas le choix. J'avais juste pas le choix que de les accepter et d'accepter les risques en fait. D'accord. Parce que sinon, je pouvais pas reprendre. Alors, maintenant que tu as finalement mis un terme à ta carrière, alors peut-être que tu reviendras, on ne sait pas, hein, mais maintenant qu'a priori tu as mis un terme à ta carrière, est-ce que tu dirais que ton contrat a été finalement bien ficelé et que tu as réussi à t'en défaire assez facilement, ou est-ce que c'était un peu compliqué avec ton partenaire quand tu as annoncé que tu arrêtais? Non, non, ben ils continuent à me suivre en fait jusqu'au mois d'août là, jusqu'au à la base c'était les Jeux au mois d'août 2020, donc ils étaient censés me suivre jusque là et en fait ben ils ont compris et ils continuent à m'aider en fait jusqu'au mois d'août là. Donc non, plutôt bien ficelé, ça va. Alors, justement, on parlait de la relation avec un partenaire. Comment est-ce qu'on noue une relation avec un partenaire, à ton avis? Enfin, de ton expérience à toi, est-ce que c'était plutôt, comment dire, très bureaucratique ou il y avait une relation très amicale qui s'est installée? Est-ce que tu étais plutôt transparente sur tes entraînements, tes résultats, ton manque de résultats, ton souhait d'arrêter? Comment est-ce qu'on gère tout ça quand on est sportif? Ouais, c'est vrai que alors moi c'était plutôt une grosse entreprise, mais j'ai quand même eu un bon rapport en fait avec la personne avec qui j'étais en dialogue. Et en fait, bah moi je marche plutôt comme ça et ça c'était plutôt une relation de confiance en fait. Bon après je sais pas vraiment si moi j'avais raison de leur faire confiance, mais en tout cas moi je leur ai donné, j'ai été hyper transparente. Je leur ai dit, parce que ça a été compliqué de revenir au niveau, hein. J'avais 12 kilos à perdre, j'avais beaucoup de travail. Donc je leur ai jamais menti, en fait. Puis je leur ai donné mon évolution, donné les résultats. Et je leur ai dit aussi quand j'ai dû arrêter ma carrière parce que j'étais blessée. Mais c'est vrai que j'ai beaucoup réfléchi à comment j'allais leur dire, parce que je me suis dit, ils vont arrêter mon contrat, c'est sûr. Et puis là, je suis blessée, donc je peux même pas travailler. Donc, en fait, c'est un peu un accident de travail, on va dire. Sauf que j'étais pas du tout assurée pour ça. Et en fait, ils ont été compréhensifs et ils ont continué à m'aider. Mais je pense aussi que c'est parce que j'étais droite, en fait. J'ai pas menti, donc peut-être que ça. Je suis comme ça, en fait. Je suis transparente, moi. Je pense que ça a porté ses fruits, effectivement. Ouais, ouais, Euh, ouais. Alors, tu nous as dit en introduction de cet épisode, et je l'avais pas noté tout de suite, mais j'avais l'intention d'y revenir, que effectivement la natation synchronisée, la natation artistique, était un sport dans lequel vous vous blessez beaucoup. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ces blessures? Ouais, c'est beaucoup des blessures d'usure. Donc on a beaucoup de tendinite, Moi, ce qui m'a le plus embêté là, c'est mon poignet. En fait, c'est un ligament carrément qui s'est tellement usé, c'est comme une corde en fait qui s'use, qui s'est tellement usé qu'il a fini par s'arracher partiellement. Voilà, on a des blessures traumatiques aussi, des déchirures musculaires. Moi, j'ai déjà eu une commotion cérébrale, entorse cervicale parce qu'on a des acrobaties en fait, on se prend des fils sur la tête. Il y a des tympans percés, mais voilà, le plus quand même, c'est des tendinites. Je dirais tendinites et on a beaucoup de. J'ai été arrêtée pendant 1 an aussi pour hernie discale. J'ai eu beaucoup de problèmes de dos. On a beaucoup de problèmes de dos dans notre sport parce qu'on va dans tous les sens, on bouge dans tous les sens, on a le bassin qui vrille dans tous les sens. Donc ouais, on est quand même beaucoup blessés. Mais c'est des blessures d'usure en général peu traumatiques. Enfin, on se prend peu de coups, à part dans les acrobaties, en fait, comme j'ai dit, où on a des entorses cervicales ou des commotions cérébrales. Mais à part ça, c'est beaucoup de blessures d'usure. C'est un petit peu contraire à l'image qu'on peut se faire de la natation. Alors peut-être pas synchronisée, mais de la natation en général. En tout cas, on nous dit que la natation, c'est ce qu'il y a de meilleur comme sport, de moins traumatisant. On est dans l'eau, c'est un sport porté, et donc normalement, on n'est pas censé se blesser. Donc là, tu nous apportes la preuve que peut-être oui, mais en tout cas pas dans la natation synchronisée. Et j'imagine pas non plus dans le plongeon, qui peut être assez traumatique. Ah, le plongeon, ouais, le plongeon, c'est encore autre chose. Eux, ils ont plus de blessures traumatiques que nous. Euh, En fait, c'est toujours pareil, hein, le sport, c'est bon pour la santé, mais peut-être pas quand on en fait 10 heures par jour, quoi. C'est sur la même chose, hein. Moi, maintenant que j'ai arrêté ma carrière, bah, j'ai des problèmes de genoux, j'ai des problèmes de partout, j'ai du mal à être sur terre, en fait. C'est bizarre à dire, mais
Là maintenant j'ai des blessures du fait que je suis avec la pesanteur justement. Ouais. En apesanteur. Ouais, alors du coup tu nous en as dit plus sur les blessures et alors, est-ce que ça fait ce sujet de la blessure qui peut et pour preuve mettre un terme à une carrière de sportive ou sportif de haut niveau, est-ce que c'est déjà un sujet qu'on aborde très jeune dans la carrière du sportif ou est-ce que c'est justement un sujet tabou qu'on essaye de mettre de côté le plus possible? C'est en train de changer. Je pense que moi, ma génération, ça a été la génération où ça a commencé à changer. Là, maintenant, je pense que les petites, elles sont... En plus, notre sport, il a changé. Il est beaucoup plus rapide. Maintenant, c'est très traumatisant, en fait. On nous demande d'être très, très souple et en même temps très explosive. Donc maintenant, notre sport, il est en train de changer et on se blesse de plus en plus jeune. Donc maintenant, il y a quand même beaucoup de... Enfin, je pense vraiment que les petites, elles sont au courant et elles sont beaucoup mieux entourées que ce qu'on était. Après, ben ouais, moi la blessure, je l'ai connue très jeune. Hein. J'ai eu des élongations aux adducteurs à 15 ans, et puis j'ai dû arrêter ma carrière pendant 1 an à l'âge de 17 ans quand même à cause d'une hernie discale, à cause du surentraînement. Donc c'est quand même jeune, 17 ans pour arrêter 1 an à cause. Enfin, j'avais un corset, je pouvais même pas porter mon sac pour aller à l'école à cause de mon sport. Donc oui, on est au courant en fait. On est au courant des blessures parce qu'on y est confronté très jeune. Et il y a un truc que je voulais dire aussi par rapport aux blessures, c'est que, en tout cas moi l'année dernière, mais je pense que les blessures elles viennent du surentraînement et aussi quand ça va pas dans la tête, quand c'est trop dur dans la tête, quand psychologiquement c'est difficile, le corps il peut jamais suivre. Le corps déjà il se blesse quand tout va bien, mais alors si ça va pas là-haut, c'est très difficile d'avoir le corps qui va bien, quoi. Et encore plus quand vous, le là-haut, il est en bas parce que vous avez souvent la tête en bas. On peut dire ça comme ça, ouais. Ouais, alors effectivement, tu nous as dit que la blessure, ça commençait à devenir un sujet un peu moins tabou. D'un autre côté, au niveau financier, j'imagine que c'est un sujet qui peut poser un problème. Alors toi, tu as eu la chance de pouvoir échanger ouvertement avec ton sponsor et puis donc de négocier qui continue à t'accompagner malgré ta blessure, malgré ton arrêt de carrière, malgré le fait que très probablement tu ne reviendras pas au haut niveau. Donc quelque part, c'est un peu un manque à gagner pour ce sponsor-là. Malgré tout, tu l'as dit, enfin tu lui fais hommage. Il est là toujours pour te soutenir et c'est tout à son honneur. Et comment est-ce que dans le cadre d'une carrière de sportif de haut niveau, quand on arrive à trouver un partenaire, est-ce que on aborde ça enfin, est-ce que ça reste tu l'as dit. Je vais reprendre un petit peu. Tu l'as dit, quand la tête ne va pas bien, le corps a du mal à suivre en face. Est-ce que, en plus, cette pression de l'argent, cette pression financière, cette pression de la blessure qui peut arriver, mettre un terme à tout et être obligé de se réinventer pour trouver une solution pour s'en sortir, ça rajoute encore un poids? Ouais, énormément, je pense. Du coup, moi, j'avais pas vraiment conscience de ça quand mes parents, c'était eux qui payaient pour moi, parce que je me disais, bon, bah, quoi qu'il arrive, la fédération sera là, mes parents seront là. Mais là, j'avais un énorme challenge, c'était de revenir. Je savais que ça serait difficile parce que pendant 2 ans, j'avais pas fait de sport et que je devais revenir au niveau, je devais me réathlétiser. Et je savais en fait que j'allais avoir des blessures. C'était obligatoire en fait, en s'entraînant comme ça. Et même si j'étais bien accompagnée dans ma réathlétisation, tout ça, c'était obligé que j'allais me blesser. D'ailleurs, au bout de 10 jours d'entraînement où j'ai réintégré le pôle, je me suis déchiré le quadriceps déjà. Et je savais en fait, et c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai essayé de cacher au début en fait à mes sponsors, enfin aux sponsors que j'ai trouvés. Je leur ai dit que c'était vrai hein, que j'allais très bien être entourée et tout ça, mais que je leur ai pas trop parlé des blessures. J'en ai pas parlé au début, quoi. Mais je savais très bien je savais, moi, dès le début, que ce qui m'empêcherait d'aller jusqu'au bout, ça serait la blessure. Parce que reprendre à mon âge et tout ça à un tel niveau, je savais que ça allait, je savais que c'était le plus gros risque, en fait. Et bon, ça n'a pas loupé. Et je pense aussi que c'est à cause de cette peur, parce que quand on a peur de quelque chose, ça finit toujours par arriver, en fait. Et j'ai été blessée toute l'année. Ça a été très dur psychologiquement l'année dernière et j'ai été blessée toute l'année.
Et voilà. Et puis c'est vrai que j'ai eu beaucoup de moments où je me suis dit comment je vais faire financièrement. Là, je viens d'apprendre qu'en fait j'avais ça en plus à payer, mais comment je vais faire? J'ai pas mis assez d'argent de côté. Enfin, c'est vrai que j'ai eu beaucoup beaucoup de pression par rapport à ça, quoi. Ouais. Donc encore une fois, la résilience que tu as réussi à mettre en place, dont tu as fait preuve pour pouvoir aller de l'avant, est plus que mémorable et à souligner. Ouais, c'est vrai que c'était assez. C'est vrai que maintenant, quand je regarde en arrière, je trouve que ce que j'ai fait était assez courageux. Et même si ça s'est pas fini comme je le voulais, je pense que je peux être fière de ce que j'ai fait, quoi. Bon, en tout cas, j'ai l'impression qu'au niveau de la blessure, ça va mieux parce que j'ai cru voir passer une story sur Instagram il y a quelques heures où tu avais l'air d'avoir retrouvé des facultés à bouger dans tous les sens. Ouais, on va dire que le dos, ça va bien. En même temps, le dos, c'est une blessure que j'ai depuis que j'ai 17 ans, donc en fait, je commence à l'apprivoiser. Le problème, c'est toujours mon poignet où je me suis fait opérer au mois de septembre, et en fait, j'ai du mal à me guérir. Malgré mon diplôme de kiné, j'ai du mal à me guérir. Ouais, c'est toujours les cordonniers qui sont les plus mal chaussés. Exactement, je me rendais pas compte à quel point. Alors, justement, vu que tu parles, tu reviens sur le sujet du kiné, le point suivant de cet épisode était d'aborder un petit peu la reconversion. Alors, si tu as fait une école de kiné, évidemment, j'imagine que la reconversion pour toi était déjà dans ta tête. Tu savais déjà que après ta carrière de sportif de haut niveau, tu t'orienterais vers le métier de kiné, pardon. Malgré tout, les blessures n'aidant pas, est-ce que c'est toujours ce vers quoi tu t'orientes, ou est-ce que tu réfléchis à d'autres solutions? Bah, c'est marrant que tu me demandes ça parce que justement, je suis en plein questionnement en ce moment. Parce qu'en fait, vu que j'ai dû choisir très jeune mon métier, parce qu'il fallait que je trouve quelque chose et que j'allais mettre beaucoup de temps pour avoir mon diplôme parce que j'allais dédoubler mes années et tout ça à cause du sport, ben j'ai pas pris énormément de temps pour savoir ce qui me plaisait vraiment. Je me suis lancée là-dedans parce que sur le moment, je savais que j'aimais bien la médecine et voilà. Mais c'est vrai que maintenant, après avoir un peu travaillé, euh, je sais pas si c'est ça que je vais faire toute ma vie en fait. Donc c'est vrai que là en ce moment, je suis en train de réfléchir à ce que je pourrais faire d'autre. Et, euh, et voilà, c'est en cours de réflexion. Je peux pas vraiment en parler, mais j'ai des pistes. J'ai des pistes, mais il faut voir après comment ça peut se faire. Pour l'instant, kiné, j'aime beaucoup ça quand je bosse avec des sportifs. D'accord. Bah, il te reste plus qu'à intégrer l'INSEP et être kiné de l'INSEP, par exemple, ou d'un pôle du Krebs. Oui, j'aimerais bien rester dans le sud quand même. C'est bon, 10 ans à Paris, ça suffit. Ah, le Krebs d'Aix-en-Provence, le Krebs d'Antibes aussi est pas mal. Il y a de quoi faire. Ouais, voilà. Oui, puis il y a plein d'équipes sportives quand même à Marseille. Ouais. Voilà, je pense que je pourrais trouver une fois que je me serai guérie ce poignet là. Je pense que j'arriverai à trouver. Et qu'on sera sorti de cette crise aussi, parce que là, pour l'instant, je trouve pas de travail pour après le confinement. Donc, Oui, parce que là, voilà. tu es kiné salarié, tu n'as pas ton propre cabinet. Ouais, en fait, non, je suis kiné libérale. Donc, en fait, pour l'instant, je faisais que des remplacements un peu à droite à gauche, parce que j'avais pas envie de me poser quelque part. Et mais du coup, là, plus personne n'a besoin de remplaçant, en fait, pour le retour. Donc pour l'instant, un peu compliqué de trouver du travail. Mais bon, ça va se déboucher. Ça va se déboucher. Ouais, bah, je pense bien. Est-ce qu'au niveau de la reconversion, pour rester sur ce sujet-là, tu es accompagné par la fédération, par les instances, alors pas par les clubs, parce que tu l'as dit, toi, en natation synchronisée, on est 100% en équipe de France, mais est-ce que vous êtes accompagné par la fédé, par les équipes, par les gens qui gravitent autour de vous? Financièrement ou un soutien psychologique? Financièrement, je sais pas, mais enfin les deux, quoi. Euh, Pas vraiment. Pas vraiment. En fait, il y a des solutions, mais c'est vrai que quand on arrête le sport, on se sent quand même un peu rejeté. On a l'impression de plus servir à rien pour notre sport en fait. Et mais c'est normal parce qu'ils s'occupent vraiment des athlètes qui sont en cours. Et bon, on nous remercie de ce qu'on a fait pour le sport français. Et puis ciao. Mais c'est la vie, c'est comme ça. Après, j'ai toujours beaucoup de contacts avec mes anciens entraîneurs.
Euh, c'est des amitiés, c'est des contacts humains, c'est une aventure humaine qui fait que tout ce que j'ai vécu avec ces personnes-là, ça me connecte à eux en fait forcément, et ça fait que ils s'inquiètent pour moi et ils prennent soin de moi, ils prennent des nouvelles. Euh, mais bon, c'est vrai que après aussi, j'ai du fait d'avoir été athlète de haut niveau avec ma fédération, j'ai pu avoir des contacts aussi pour être kiné du water polo, de l'équipe de France de water polo. Donc ça, si j'avais pas été athlète, si j'avais pas eu des contacts, c'est sûr que en sortant du diplôme, j'aurais jamais pu avoir ça, quoi. Donc ça, oui, pour la reconversion, c'est vrai que les contacts, ça m'a aidé. Mais sinon, non. Après, voilà, on nous dit quand même un petit peu au revoir. Hein, quand même, faut pas. Enfin, j'aime ma fédération et j'ai pas envie je crache pas dessus, mais c'est vrai que bah, on a quand même ce sentiment d'être abandonné un peu à la fin d'une carrière de haut niveau. Mais je pense que c'est pas juste moi en tant que nageuse synchro de ma fédération de natation. Je pense que c'est tous les athlètes qui ont ce sentiment-là quand ils arrêtent le sport de haut niveau. En fait, on se sent un peu seul. C'est normal. Oui, j'imagine après avoir consacré autant de temps, autant d'années à son sport et avoir vécu presque en autarcie complètement autour de son sport, quand tu arrêtes, ça doit vraiment te faire un gros vide. Ouais, c'est ça en fait. Ça fait un gros vide et il faut reconstruire une vie en fait. Il faut arriver à reconstruire sa vie sans le sport et dans une autre bulle en fait. C'est ça, il faut faire une crise d'adolescence à 28 ans. Faut trouver qui on est, qui on a envie d'être, avec qui on a envie de faire sa vie, que ce soit des amis ou en amour. Et, et, et voilà, c'est difficile de se retrouver dans le monde, dans le vrai monde d'un coup, enfin, dans un nouveau monde en fait, de tout devoir reconstruire. Mais c'est aussi beau en fait de repartir de zéro après tout ça. Bon alors, entre guillemets, encore heureux que tu aies arrêté assez jeune, parce que j'avais à ce micro des apnéistes, une jeune voileuse de 18 ans, mais qui me disait que dans son sport, on peut aller jusqu'à 45, 50 ans. Donc si tu dois faire ta crise ta crise d'ado à 40 ans, ça doit être un peu compliqué quand même. Et alors c'est sûr, mais il y a quand même, pas dans mon sport, mais il y a beaucoup de sportifs en fait qui arrivent à construire la vie d'à côté en même temps que leur sport. Je pense aussi parce qu'ils ont plus de temps. Je dis pas qu'il y a des sports moins difficiles que d'autres. Je dis juste que mon sport me demande énormément d'heures physiquement à être là, à ne pas pouvoir faire autre chose que nager. Je sais que il y a très peu d'autres sports qui passent 9 heures par jour dans la flotte ou sur une piste d'athlée ou dans une salle d'escrime. C'est quand même assez particulier avec mon sport de rien pouvoir créer d'autre tant qu'on nage, quoi. Il y a très 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 peu d'athlètes dans le monde qui ont eu un bébé, par exemple, en étant athlète ou qui ont pu faire une pause. C'est très rare. Donc c'est vraiment que les grandes stars. Il y en a quelques-unes, mais pas beaucoup. Ouais, mais encore une fois, ça remet encore en lumière toute cette résilience et tout ce que vous arrivez à faire et à mener de front. Alors il y en a qui arrivent à mener une vie de famille et puis il y en a d'autres qui restent vraiment absolument concentrés, connectés avec leur sport. Laura, merci beaucoup pour toutes ces questions, pour toute cette transparence. Juste avant de te laisser partir, je vais quand même te poser les deux petites questions habituelles que je pose sur ce podcast. Déjà, si tu pouvais te transformer en une toute petite Laura et que tu pouvais remonter le temps et aller parler à la Laura de 6-7 ans qui va commencer la natation synchronisée. Alors peut-être pas quand t'aimes pas, mais justement quand tu commences à apprécier, quand t'as intégré l'équipe compétition et que tu commences vraiment à prendre du plaisir, qu'est-ce que tu te dirais? C'est difficile, hein. Sois courageuse. Sois courageuse et ça va être dur, mais tu vas vivre des très belles choses. Wow. Allez, autre question. À ton avis, quelles sont les 2-3 qualités pour une bonne sportive ou un bon sportif de haut niveau? Le courage, l'organisation et
j'ai envie de dire la transparence en fait, mais ça veut dire la transparence, les relations avec les autres en fait. Quand je dis transparence, c'est ne pas avoir du mal à donner et à recevoir. Voilà. Et puis, dernière question, celle-ci, tu devrais pas avoir trop besoin de réfléchir. S'il y avait une ou un sportif que tu aimerais bien entendre à ce micro, est-ce que tu aurais des noms à nous donner? Alors pas trop dur parce qu'on m'a déjà demandé Usain Bolt. Alors là, ça va être très compliqué. Des stars en fait. Non, moi j'étais plus partie sur des sports justement des personnes avec. Je dis pas que Usain Bolt n'a pas de mérite, mais des personnes qui ont beaucoup de mérite mais qui sont cachées. Eh bien, allons-y justement. C'est l'intérêt de ce podcast. Ouais. Du coup, je réfléchis. Non, là, ce qui me vient, c'est Laura Marino du plongeon, qui a aussi arrêté sa carrière, qui a le même âge que moi. Mais bon, son profil ressemble un peu au mien, vu qu'elle fait du plongeon, qu'elle est kiné, qu'elle a arrêté quasiment en même temps que moi. On coupera les blancs, hein. Oui, t'inquiète pas. C'est difficile. Les poloistes françaises, tiens. Ah ouais? Ouais. Poloiste française, ok. Poloiste française qui, elle aussi, galère énormément financièrement et qui... Ouais, les poloistes françaises. Ok, écoute, je note. Et puis, si tu as quelques contacts à me donner, ce sera avec plaisir. Ok, j'en ai plein. Super. Ouais, ça. Écoute, Laura, merci encore beaucoup pour cette interview. J'ai vraiment beaucoup apprécié toute ta transparence, toute ton honnêteté. Et puis, j'espère que tu as passé un bon moment avec nous. En tout cas, je mettrai toutes les informations pour rester en contact avec toi s'il y a les auditrices, les auditeurs qui veulent continuer un petit peu le débat. Et puis, moi, je te souhaite bon courage pour la suite. Et chères auditrices, chers auditeurs, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Merci beaucoup. Si vous avez apprécié ce podcast, je vous invite à aller laisser une revue 5 étoiles sur Apple Podcast. Le plus simple, vous allez sur ratethispodcast/vestiaire au pluriel et vous tomberez sur toutes les plateformes sur lesquelles vous pouvez le noter. Je vous rappelle aussi que je nourris de grosses ambitions pour pouvoir aider les sportives et les sportifs de haut niveau. Alors le plus simple, à l'heure actuelle, c'est de me filer un petit coup de main en allant sur vestiaire.org/boutique et vous pourrez faire l'acquisition de petites tasses à l'effigie de vos sportives et sportifs favoris. Allez, sur ce, je vous laisse et je vous dis à dans 15 jours pour un nouvel épisode. Salut les sportifs!